Nous recommandons les vaccins à chaque jour, mais comprenons-nous réellement ce qui se passe une fois le vaccin administré entre immunité innée et adaptative, réponse humorale et cellulaire, mémoire immunitaire, les différentes technologies vaccinales de plus en plus sophistiquées? Maîtrisons-nous vraiment les bases qui soutiennent nos recommandations? Tiens, sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous vos connaissances en immunologie appliquée à la vaccination? Bonne question, non? Lorsqu'il s'agit de protéger un patient immunocompromis, l'approximation ne suffit plus. Mieux comprendre les mécanismes, c'est aussi simplifier nos explications et renforcer notre crédibilité clinique. Alors au fond, notre système immunitaire est-il réellement notre meilleur allié ou un partenaire que nous devons apprendre à mieux comprendre? Bienvenue à Voix scientifique, des voix engagées, une voie vers la santé. Mon nom est Cindy Caron, je suis infirmière et à travers ce balado, j'explore les clés de la prévention en santé en donnant la parole à des experts chevronnés, passionnés pour simplifier la science et transformer les pratiques. Alors, merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, on se penche sur l'immunologie appliquée à la vaccination en 3 temps. En fait, d'abord, on va comprendre le système immunitaire. Ensuite, distinguer les technologies vaccinales et leur impact. Puis finalement, optimiser la protection des patients immunocompromis à la lumière de la vaccinologie pratique, un sujet incontournable pour une pratique vaccinale éclairée. Et pour ce faire, je reçois Dr Hugues Allard-Chamard, qui est rhumatologue et chercheur au Centre de recherche du CHU de Sherbrooke. Alors bonjour, Dr Allard-Chamard. Bonjour, merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir. Vous avez une expertise extraordinaire. Et aujourd'hui, ensemble, on va parler d'immunisation, évidemment. Mais avant d'entrer dans des mécanismes plus complexes, j'aimerais que vous me donniez votre définition, en fait, du système immunitaire. Donc, en fait, pour moi, le système immunitaire, c'est un peu un allié qu'on a qui nous aide à défendre le corps contre des agents offenseurs qui viennent de l'extérieur. Donc, en fait, souvent, quand on pense de système immunitaire, surtout dans le contexte de vaccination, en fait, c'est les cellules de notre corps qui vont nous défendre contre des infections qui vont venir de l'extérieur. Ça peut être des infections virales, bactériennes. Des fois, ça peut même être des toxines. Donc, notre système immunitaire va les reconnaître, va les neutraliser, puis va nous garder en santé. Est-ce que c'est une bonne impression de penser que c'est notre allié numéro 1 dans la vie? En fait, c'est un très bon allié. C'est ce qui permet de garder en santé, puis ça permet de ne pas avoir d'infection au long terme. Puis, en fait, en apprenant à bien connaître notre système immunitaire, donc entre autres avec la vaccination, puis on est capable d'utiliser cet allié-là pour nous protéger encore davantage dans des cas particuliers, comme en cas d'immunosuppression. Absolument. Puis on va en parler dans notre 3e partie de podcast, en fait, parce que c'est un sujet qui est très pertinent, je dirais, puis qui amène certains défis dans notre pratique. D'abord, si vous voulez bien, on va comprendre le système immunitaire. Donc, pour assurer sa protection, le corps humain possède 2 grandes lignes de défense, l'immunité innée, l'immunité adaptative. D'abord, quelles sont les différences entre ces 2 réponses et comment chacune contribue à la protection contre les infections? Donc, en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'en plus, quand on regarde au niveau de l'évolution, on a une perspective sur qu'est-ce qui se passe. Donc, en fait, notre immunité innée, c'est une immunité qui n'a pas de mémoire puis qui va surtout reconnaître des patrons moléculaires, qui va les reconnaître, créer de l'inflammation puis aider à éradiquer ces agents offenseurs-là. Si on remonte dans l'évolution vers des organismes plus primitifs, ils ont seulement une immunité innée qui reconnaît des patrons moléculaires pour se défendre. Donc, si on pense à des choses un peu plus primitives comme des éponges de mer, il n'y a pas d'immunité adaptative, ils reconnaissent seulement des patrons. Après ça, on a vraiment, avec l'évolution, c'est arrivé chez certains poissons, puis après ça, chez les mammifères, puis jusqu'à nous, l'acquisition d'un système immunitaire adaptatif. L'immunité adaptative, en fait, c'est une immunité qui n'a pas de a priori. Donc, à la base, elle génère des choses qui ne nous reconnaissent pas. Puis quand on rencontre des molécules ou des virus, des bactéries, elle va les reconnaître puis garder une mémoire immunitaire capable de faire une réponse spécifique seulement contre les choses qu'elle a rencontrées.
Alors, quand on vaccine, c'est vraiment l'immunité adaptative qui rentre en jeu. Oui, exactement. Donc, quand on vaccine, en fait, on essaie d'activer de façon plus spécifique notre immunité adaptative pour déclencher une mémoire immunologique. Puis en fait, cette mémoire-là fait que la prochaine fois qu'on rencontre l'agent pour lequel on a été vacciné, puis on a une réponse qui est beaucoup plus rapide. Puis des fois, on peut même ne pas tomber malade puis tout de suite neutraliser l'agent offendeur. Et quels sont les acteurs clés du système immunitaire, en fait, leur rôle respectif? On entend souvent parler des lymphocytes B, les lymphocytes T, mais est-ce qu'il y a autre chose qui rentre en jeu? Mais il y a plein de choses. Je pense que la façon la plus simple que je peux vous l'expliquer, c'est de diviser ça en 4 grandes parties. On a ce qui est cellulaire, qu'est-ce qui est humoral, qu'est-ce qui est inné, puis qu'est-ce qui est adaptatif. Donc, ça fait 4 petits carrés. Donc, si on y va doucement, donc, humoral, c'est toutes les choses qu'on a dans le sang qui se promènent, puis qui vont avoir des réponses à distance du site où ils sont produits. Donc, dans l'immunité innée, on va avoir entre autres les protéines du complément qui vont reconnaître des patrons, s'activer, puis détruire, ou ce qu'on appelle opsoniser, donc ils vont coller sur les choses dangereuses pour que le reste du système immunitaire les reconnaisse. Donc ça, c'est inné humoral. Après ça, dans adaptatif humoral, on a les anticorps. Ça, on connaît ça en général. Oui. Les anticorps, c'est nos lymphocytes B qui, quand sont stimulés, vont produire des anticorps qui vont se promener dans notre sang, dans nos liquides corporels, puis qui vont reconnaître leur cible à distance. Donc ça, c'était tout ce qui était humoral. Maintenant, dans ce qui est cellulaire, on a encore une fois ce qui est inné. On parle surtout des cellules qu'on va appeler les NK, les Natural Killers. Donc, eux vont reconnaître les cellules qui ont des défauts ou qui ne sont pas capables de présenter des molécules de pro-survie. Puis si une cellule n'est pas capable d'avoir ce drapeau blanc-là pour dire « je suis une cellule en santé », la cellule NK va les tuer. Puis après ça, on a ce qui est cellulaire et adaptatif. Là, on a nos lymphocytes T, qui est un petit peu comme nos lymphocytes B. On a des récepteurs spécifiques, vont trouver dans le fond, les molécules contre lesquelles ils vont réagir, puis après ça, vont détruire les cellules, mais par contact physique. C'est quand même assez complexe. Hein? Ça fait... Tu sais, là, je vais parler en termes d'infirmières en première ligne. Ce ne sont pas nécessairement des concepts avec lesquels on est très familier toujours. Ça va être intéressant de mettre de la lumière là-dessus ce soir. Donc, la vaccinologie, c'est la science de la mise au point des vaccins et de la réaction du système immunitaire aux vaccins. Donc, c'est quand même assez complexe, je pense, mais fascinant. On va simplifier certains concepts. Pourquoi la vaccination est-elle essentielle, selon vous, dans la prévention des maladies et comment les vaccins stimulent-ils le système immunitaire sans provoquer la maladie? Oui, donc en fait, c'est toute une grande question, puis il n'y a pas une réponse unique, mais si on parle au niveau des grands concepts. Donc, en fait, comment ça prévient une maladie? C'est qu'on peut stimuler le système immunitaire. C'est comme un peu un test. C'est comme un pilote avant de rencontrer la vraie bactérie ou le vrai virus. On va préparer notre système immunitaire, puis on va lui permettre de s'armer pour la journée où on le rencontre. On a déjà des cellules, des petits soldats qui sont prêts à réagir. On n'est pas, mais on ne va pas commencer à partir de zéro notre guerre. Tandis que si on rencontre pour la première fois un virus, par exemple, ça prend à peu près 1 à 2 semaines pour que notre système immunitaire adaptatif, pour produire des anticorps, ça prend 2 semaines. Vous comprenez qu'il se passe des choses. Tandis que quand on est vacciné, dès les premières journées, la réponse va commencer pour être capable de lutter contre l'agent qu'on rencontre, que ce soit une bactérie ou un virus. Et une personne, par exemple, qui nous répond que le vaccin rend malade, par exemple, est-ce que c'est pas plutôt l'effet du système immunitaire qui provoque des effets secondaires, par exemple, au vaccin? Bien, c'est sûr que quand on vaccine, des fois, on active notre système immunitaire, puis on mime, on fait une activation réelle. Donc, des fois, on peut avoir un peu de fièvre, un peu de frisson, un peu de malaise, une douleur localisée au site où on s'est fait vacciner. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est tout simplement que notre système immunitaire est après s'activer, puis après monter une réponse immunitaire. Ça ne veut pas dire qu'on a attrapé la maladie. C'est complètement différent. Et vous avez parlé tantôt de la différence entre l'immunité humorale, cellulaire.
en fait, la distinction entre les deux, on la comprend, mais pourquoi cette distinction-là, elle est importante à comprendre lorsqu'on évalue la réponse à un vaccin, par exemple? Mais c'est important à réponse parce qu'en fait, quand on regarde au laboratoire, la réponse, la seule chose qu'on est capable de regarder facilement, c'est la réponse humorale. On est capable de regarder les taux d'anticorps. Oui. On est capable de voir les anticorps. C'est étudié pour voir si on répond au vaccin, par exemple. On va regarder les taux d'anticorps. Est-ce qu'on a réagi? Est-ce que nos lymphocytes B ont été capables de produire ces anticorps-là pour défendre notre corps? La réponse cellulaire est probablement tout aussi importante. Par contre, elle est beaucoup plus difficile à mesurer. Donc, très importante pour notre réponse, mais moins facile d'accès. Puis c'est pour ça qu'on en parle peut-être un peu moins quand on mesure comment on réagit au vaccin. Et pour la plupart des antigènes et des vaccins, il est vrai de penser qu'ils stimulent à la fois les lymphocytes B, lymphocytes T. Est-ce que ces deux réponses-là sont intimement liées systématiquement? En fait, c'est des réponses qui sont très, très souvent liées. En fait, il y a quelques exceptions. Sans rentrer dans les détails très techniques de la chose, on a certains vaccins qui vont stimuler directement les lymphocytes B. Par exemple, les vaccins polysaccharidiques vont avoir cette particularité-là. On appelle des vaccins T indépendants. Donc, ils ne dépendent pas des lymphocytes T. Pour à peu près tous les autres vaccins, ceux qu'on utilise de façon commune, c'est des vaccins qui vont avoir besoin que les lymphocytes T soient activés également. Les lymphocytes T, en fait, les plus fréquents quand on parle d'immunologie, on a les fameux CD4. OK? Puis eux, c'est un peu les psychologues de notre système immunitaire. Puis en fait, ils vont dire, OK, on me présente cet agent-là. Est-ce que c'est un virus, une bactérie, un champignon? Il faut faire le choix sur quelle sorte de réponse immunitaire on va monter. Et là, ces lymphocytes T-là vont diriger nos lymphocytes B pour qu'ils fassent la meilleure réponse pour qu'on soit le mieux protégé à travers toutes les options de réponse immunitaire qu'on peut faire. Et qu'est-ce qu'on entend par, justement, mémoire immunitaire? Pourquoi certains vaccins offrent une meilleure mémoire que d'autres, par exemple? Donc, en fait, il reste un certain mystère par rapport à quel vaccin donne la meilleure mémoire, c'est quoi les mécanismes, mais il y a plusieurs choses, par contre, qu'on sait. Donc, quand on rencontre une infection, on va avoir une réponse, on va dire, immédiate. On va faire des anticorps, des lymphocytes T cytotoxiques qui vont aller se battre. Puis, quand on a fini de se battre contre l'infection, dans la phase de guérison, il va y avoir des lymphocytes qui vont rester en mémoire. Alors ça, c'est les lymphocytes B? Il va y avoir des lymphocytes B, puis il va y avoir aussi des lymphocytes T qui vont devenir des lymphocytes mémoire, qui vont arrêter d'être activés, de produire de l'inflammation, puis en fait, qui vont aller dans nos organes lymphoïdes, qui sont la maison de notre système immunitaire, puis qui vont attendre d'être stimulés à nouveau. Donc, la deuxième fois où on va rencontrer la même bactérie ou le même virus, ils sont déjà prêts à répondre, puis là, ils vont répondre rapidement pour se débarrasser de l'agent offendeur. Et pourquoi on a besoin de rappels vaccinaux? Qu'est-ce qui se passe sur le plan immunologique quand on a besoin d'un booster, par exemple? Oui, donc en fait, une des particularités de la mémoire immunologique, c'est des fois, elle va baisser avec le temps. C'est un peu comme notre mémoire à nous. Le système immunitaire peut finir par oublier avec le temps. Il y a plusieurs facteurs qui vont contribuer à ça, mais une réponse de quelque chose qu'on rencontrerait 25 ans plus tard, on risque d'avoir un petit peu moins de cellules mémoire que si on rencontre la même chose, mais 6 mois plus tard. Donc, la mémoire immunologique peut baisser à travers le temps, puis là, il faut faire des rappels pour réactiver ce système immunitaire-là, pour lui rafraîchir la mémoire, justement, pour qu'il soit prêt à répondre si on le stimule. Alors, si j'ai bien compris, en fait, le rappel exploite la mémoire immunitaire pour amplifier la réponse. Exactement. Et ça peut dépendre aussi, la notion de mémoire, de chaque individu, du corps de chaque individu, mais aussi de l'antigène qui a été administré. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Donc, il y a certains vaccins qui sont très bons pour faire des mémoires immunologiques qui vont durer très longtemps. Par exemple, vaccin contre l'hépatite B?
C'est pas un truc que j'avais en tête. J'aurais plutôt dit le vaccin contre le tétanos. Oh. OK? Lui, c'en est un qu'on sait qui est très puissant. Puis habituellement, la mémoire va rester très longtemps. OK? Après ça, il y a d'autres vaccins, diphtérie, un petit peu moins bons pour faire la mémoire. Et on en a plusieurs comme ça en fonction du vieillissement du système immunitaire, de facteurs comme l'obésité, l'activité physique. On a plusieurs choses qui peuvent contribuer à avoir des réponses immunitaires moins bonnes. Puis dans ma spécialité, moi, je suis rhumatologue, puis je vais immunosupprimer les personnes. C'est un autre facteur qui peut un peu entraver la rétention de la mémoire immunitaire à long terme. Et avant de parler justement d'immunosuppression, on va voir comment distinguer les différentes, en fait, technologies vaccinales et leur impact. Donc, la science de la vaccination a vraiment évolué depuis les premières inoculations. Aujourd'hui, on a plein de technologies vaccinales qui sont accessibles. Chacune stimule le système immunitaire de façon unique. Alors, comprendre ces différences-là, évidemment, va nous permettre de mieux apprécier les choix stratégiques en santé publique. Et avant d'explorer les différentes technologies, j'aimerais qu'on clarifie une notion essentielle. Qu'est-ce qu'on entend par efficacité vaccinale et comment elle est mesurée? Donc, en fait, l'efficacité vaccinale, je pense qu'en termes simples, on peut dire un coup qu'on a vacciné les personnes, à quel point ils vont être protégés contre l'agent pour lequel on les a vaccinés. Si on vous vaccine contre la grippe, c'est quoi vos chances, si vous rencontrez la grippe, de ne pas développer la grippe ou d'avoir une grippe qui est tellement faible qu'on n'a pas besoin d'utiliser les soins de santé. Donc, c'est ces paramètres-là qu'on va regarder pour évaluer le succès d'une vaccination. Et est-ce qu'un vaccin immunogène est nécessairement efficace? En fait, quand on parle d'immunogène, on dit qu'on était capable d'activer notre système immunitaire. En fait, je pense que ça vient... il y a deux termes qui sont souvent un peu confondus. Il y a les antigènes, puis pour ça, il y a les immunogènes. Un antigène, c'est tout simplement une molécule qui n'est pas dans notre système, qui rentre dans notre système, qui peut, oui ou non, activer le système immunitaire. Si on active le système immunitaire, à ce moment-là, on parle d'un immunogène. Donc, c'est quelque chose qui est capable d'activer le système immunitaire et qui peut mener à une réponse mémoire. C'est ça qui provoque une réponse, Oui. en fait. OK. Donc, c'est pas la même chose. Alors, un vaccin peut être immunogène sans être efficace de manière populationnelle. Oui. C'est ça? J'ai-tu compris? Oui, oui, exactement. Oui, OK. La majorité des vaccins administrés en pharmacie sont des vaccins inactivés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un vaccin inactivé? Donc, en fait, c'est ça. Donc, il y a plusieurs technologies pour les vaccins. Quand on parle de vaccins inactivés, je pense qu'on fait tout de suite le parallèle avec les vaccins vivants, qui sont peut-être la première génération qu'on a eue, en fait, où c'était des virus ou des bactéries avec on peut dire qui étaient un peu handicapés, qui n'étaient pas capables de développer une infection complète, mais qui étaient quand même capables de se multiplier puis de développer une réponse immunitaire. On en a de moins en moins de ces vaccins-là parce qu'une des choses qu'on peut penser, c'est que si on est, par exemple, immunosupprimé, même ce vaccin-là qui part avec une pénalité, des fois, peut commencer à se répandre puis peut faire on va dire une mini-infection. Donc, il faut faire attention. Dans les vaccins qui sont non vivants, tous les vaccins acellulaires, c'est impossible de développer la maladie quand on vaccine. Donc, en fait, c'est seulement un segment du virus ou de la bactérie qu'on va faire exprimer, qu'on va exposer à notre système immunitaire. Puis, c'est absolument impossible de développer la maladie. Alors, si je comprends bien, les vaccins inactivés sont arrivés après les vaccins vivants atténués. Oui, exactement. Ils sont plus sécuritaires Ils sont définitivement plus sécuritaires, particulièrement dans la population immunosupprimée. On viendra peut-être plus tard. Oui. Mais en fait, chez nos patients immunosupprimés, on ne donne pas de vaccin vivant atténué, d'où le risque pour cette population-là, mais on peut donner tous les vaccins non vivants. Et comment la réponse immunitaire induite par un vaccin inactivé se compare-t-elle, par exemple, à un vaccin sous-unitaire? Quels sont les avantages, les limites de chacun de ces vaccins-là? En fait, il y a plusieurs avantages et inconvénients.
Puis quand on parle de ces vaccins-là, il y a des vaccins qui vont venir également avec des adjuvants qui peuvent modifier notre réponse immunitaire, soit l'amplifier ou soit faire en sorte qu'elle est plus précise pour un type de réponse qui est désirable. Donc, en fait, quand on met nos vaccins, quand on expose nos patients, en fait, il y a des patients qui vont être très bons pour faire des mémoires très longues. Il y en a qui vont être très bons pour faire des réponses très rapides, très fortes. Et puis, en fait, tous nos vaccins ont des spécificités qui sont un peu différentes. Mais sous-unitaire, ça veut dire quoi? Donc, en fait, quand on dit sous-unitaire, c'est seulement une partie du virus ou de la bactérie qu'on va présenter au système immunitaire. Donc, dans notre petite fiole, on n'a pas toute la bactérie, on n'a pas tout le virus, on a seulement une partie. Peut-être un exemple, si on veut mettre des choses un peu concrètes, dans la vaccination pour la COVID-19, on en a tellement entendu parler. Oui. En fait, c'était un vaccin dans lequel il y avait la protéine S. Okay? Donc, il y avait seulement une protéine. Ce virus-là a plein de protéines. Il y en avait seulement une qui était dans le vaccin. Puis quand on vaccinait, on faisait une réponse seulement contre cette protéine S-là. Puis c'était suffisant pour conférer une immunité. Puis un autre vaccin sous-unitaire qui me vient en tête, c'est le vaccin contre le zona, si je ne me trompe pas. Effectivement, OK. Quelles sont les caractéristiques immunologiques des vaccins vivants atténués maintenant? Et comment, tu sais, tantôt vous avez dit là, que le risque, par exemple, pour la personne immunocompromise pouvait être supérieur. Comment ça se définit, par exemple, un vaccin vivant atténué? Donc, c'est ça. Donc, un vaccin vivant atténué, en fait, il y a eu plusieurs technologies. Si on parle des premières générations, c'était des vaccins qui avaient des facteurs de pénalité, donc il y avait une réplication plus lente. Mais si on est très immunosupprimé, en fait, ce vaccin, ce virus-là peut quand même se multiplier puis peut causer certains effets nocifs. Donc, c'est pour ça que ces vaccins-là, on ne les donne pas chez les personnes immunosupprimés. Puis chez les patients immunosupprimés, on va donner des vaccins sous-unitaires. Comme vous avez mentionné, on a seulement une protéine qui est administrée et à ce moment-là, il n'y a aucune chance d'avoir de dommages collatéraux dus à l'inflammation que les vaccins vivants atténués pourraient causer. Et si on parle maintenant des vaccins à ARN messager, à vecteurs viraux, ils ont marqué un tournant récent quand même en vaccinologie. Comment ils fonctionnent au plan immunologique? J'ai le goût de vous poser la question, est-ce que ce sont des vaccins nouveaux? Donc, nouveaux, oui et non. Ça fait longtemps que les concepts sont présents, mais ça fait moins longtemps, par contre, qu'ils ont été amenés pour une utilisation en clinique. Donc, quand on parle des vaccins à ARN, il faut revenir un peu à c'est quoi l'ARN, je pense, pour bien comprendre. Donc, en fait, l'ARN, c'est ce que nos cellules utilisent comme messager pour faire des protéines. Donc, en fait, on a un ARN qui va être dans nos cellules, puis l'ARN va être décodé, en fait, c'est comme un livre qu'on lit, pour générer une protéine en fonction de ce qu'on voit sur notre ARN. Donc, en fait, la beauté de cette technologie-là, c'est que les ARN, c'est facile à changer, c'est facile à produire, et en théorie, on peut rapidement changer un ARN pour lui faire produire une protéine différente. Donc, le but des vaccins à ARN, c'est qu'on choisit, on cible une protéine pour laquelle on veut monter une réponse immunologique. On en fait, disons, la copie en ARN, puis on prend l'ARN, on la met dans les cellules, puis les cellules vont commencer à faire cette protéine-là, à la présenter au système immunitaire. Notre système immunitaire va faire une réponse contre cette protéine-là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. La beauté de la technologie, vraiment, c'est la rapidité avec laquelle on peut modifier. Par exemple, si on a des vaccins, si on voulait changer la structure parce qu'un vaccin évoluait, bien, ce serait relativement technologiquement facile de modifier l'ARN et de refaire le processus. Pour ce qui est j'en ai perdu le mot. Des vaccins vecteurs viraux? Des vaccins à vecteurs viraux, désolé. Donc, en fait, c'est des virus qui ont perdu la capacité de se répliquer, qui vont avoir à l'intérieur des molécules d'ARN, entre autres, qui vont infecter la cellule, vont mettre l'ARN, puis encore une fois, l'ARN va être répliqué.
à cause de leur incapacité à ces virus-là de se répliquer, en fait, ils ne peuvent pas donner d'infection. L'avantage, en fait, c'est la façon de livrer l'ARN aux cellules, qui est de façon beaucoup plus naturelle, puis qui peut aussi faire une certaine réponse immunitaire amplifiée versus quand on a seulement l'ARN. Parce qu'une des choses qu'on n'a pas mentionnées, mais je prends 2 secondes pour le dire. Certainement. Le système immunitaire, si on fait seulement lui présenter une protéine tout nue, si on peut dire, c'est pas suffisant pour monter une réponse immunitaire. Il doit également avoir des signaux qui disent que cette protéine-là vient de ce qu'on dit en bon français de land of danger. Donc, il faut qu'il y ait des molécules de co-stimulation. Et en fait, ces virus-là vont permettre de déclencher une réponse qui va permettre d'avoir ces molécules de co-stimulation-là. Alors, si on résume, par exemple, tu sais, on l'a entendu souvent, Dr. Chamard, pendant la COVID, là, ces vaccins-là ont été développés beaucoup trop vite, ne sont pas sécuritaires et tout ça. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est une technologie qui est quand même connue depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Effectivement, et que le grand avantage, c'est qu'on peut produire des vaccins efficaces en moins de temps. Oui, en moins de temps, puis on peut les adapter. Éventuellement, c'était une autre chose, je pense, qui est derrière ces vaccins-là, c'est que c'est très facile de les modifier pour un nouvel agent, de changer juste la structure de l'ARN et tout le reste des choses reste pareil. Tu sais, on le sait, là, ça a quand même généré plusieurs craintes dans la population. On a souvent entendu que les vaccins à ARN pouvaient modifier l'ADN. Oui. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Mais en fait, je pense qu'il faut dire que l'ARN puis l'ADN, c'est 2 choses séparées. Une petite lettre qui les sépare, mais c'est des mondes complètement différents. En fait, notre ADN, notre code génétique, va absolument pas être transformé. En fait, si on revient à l'ARN, en fait, il y a 3 étapes pour arriver à une protéine. Si on fait ça simple, on a notre ADN à nous, notre code génétique qui nous est donné par nos parents. Puis, quand une cellule veut faire quelque chose, la première des étapes, c'est d'aller dans le manuel, regarder notre code génétique, puis la partie qu'elle veut utiliser, elle doit la transcrire en ARN. Puis cet ARN-là, après, va être transformé en la protéine, qui est l'agent qui fait ce que la cellule a besoin. Mais cet ARN-là, c'est des médiateurs qui sont transitoires, qui sont dégradés, puis qui vont en aucun cas changer le livre d'origine. Puis comment vous expliquez ces craintes-là dans la population? Donc, ça vient d'où, ces croyances-là, que ça peut changer l'ADN? Je pense que c'est dur de savoir d'où ça vient. Je pense que c'est pas toujours facile de concevoir la différence entre l'ADN puis l'ARN pour les patients. Je pense que pour les personnes qui avaient ces craintes-là, il faut leur expliquer. On n'a pas le choix. Il faut leur expliquer un peu la biologie des choses, mais je pense qu'il y avait beaucoup de confusion entre l'ADN et l'ARN. Puis, je pense qu'un facteur, c'est qu'avant d'avoir ces vaccins à ARN-là, on a beaucoup parlé de thérapie génique. Je pense que on en avait dans le journal, il y en avait dans les films, mais la thérapie génique, qui n'est pas du tout la vaccination, le but, c'est de changer notre ADN. C'est par exemple quelqu'un qui a une maladie génétique, qui a un gène qui ne fonctionne pas, puis on veut le remplacer. Ça, on change le livre, on change notre ADN. Mais c'est des choses qui sont complètement différentes. Mais je pense qu'entre ADN et ARN, l'approximation s'est faite quelque part le long de l'histoire et il faut réexpliquer les choses. Alors, on est là pour déboulonner tout ça et donner des explications justes. Justement, c'est ça notre travail. J'ai une question très spécifique maintenant. Concernant les vaccins antipneumococciques, on avait un vaccin polysaccharidique, le pneu C23, qui n'est plus disponible pour le moment. Alors, on utilise maintenant des vaccins conjugués, comme le PCV20, le PCV21. Quelles sont les différences immunologiques majeures entre ces 2 vaccins-là? Donc, une des choses, en fait, que les vaccins polysaccharidiques, en fait, j'ai dit un mot tantôt, on a des vaccins qui étaient T-indépendants. Oh. OK, donc les vaccins polysaccharidiques, c'est des vaccins qui utilisent, on va dire, moins ou peu l'assistance des lymphocytes T pour développer une réponse immunitaire. Puis les vaccins conjugués, en fait, eux vont avoir besoin de notre réponse lymphocytaire T
ou du moins vont engendrer une réponse lymphocytaire T qui va soutenir un développement de la réponse immunitaire. Donc, c'est peut-être un peu... en fait, c'est un peu l'évolution des choses. Nous, en clinique, un peu loin de la vaccination, mais je le mentionne, on peut tester le système immunitaire des fois chez des personnes. Puis, en fait, on utilisait les vaccins polysaccharidiques si on voulait seulement tester les lymphocytes B. Puis, on utilisait nos autres vaccins si on voulait tester l'ensemble du système immunitaire. Et quels seraient, là, par exemple, si on résume, les grands avantages des vaccins conjugués si on compare aux vaccins polysaccharidiques? Donc, une des choses, c'est qu'ils vont avoir une réponse soutenue par les lymphocytes T. Il va y avoir une mémoire lymphocytaire T qui va accompagner ces virus-là, puis ils vont avoir une tendance à générer des mémoires de meilleure qualité. Est-ce que ce sont des vaccins qui pourraient avoir un impact plus grand sur l'immunité collective, par exemple? Est-ce qu'on pourrait limiter davantage la transmission avec un vaccin conjugué versus un vaccin polysaccharidique? Bien, en fait, c'est dur de sauter directement à cette conclusion-là, mais je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'individuellement, on va avoir des réponses immunitaires de meilleure qualité, donc moins de chances d'infection par la suite, et éventuellement moins de chances de transmission. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle qu'on puisse donner présentement des vaccins conjugués à nos patients contre le pneumocoque. Puis, on a parlé un peu des adjuvants tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on précise un peu. Est-ce qu'un adjuvant rend nécessairement un vaccin plus efficace? Donc, en fait, non. Première des choses, on ne peut pas dire qu'un adjuvant va nécessairement rendre un vaccin plus efficace, mais ça a été utilisé depuis le début des sciences vaccinales pour essayer de contrôler le développement de la réponse immunitaire. Si on essaie de faire ça simplement, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous êtes familière ou si l'auditoire est familier avec les réponses plus TH1 et TH2. Je me permets de les expliquer. Donc, quand on veut avoir des réponses cellulaires fortes, okay, il faut générer une immunité qui est TH1 dépendante. Si vous voulez combattre le zona, un virus qui se cache dans les cellules, dans les neurones, il faut qu'il y ait des cellules qui vont toucher, disons, la cellule puis qui vont détruire les cellules infectées. Versus les réponses TH2 vont avoir tendance à générer plus des anticorps qui vont aller à distance, qui peuvent neutraliser des choses, particulièrement des bactéries ou des vers, des helminths. C'était une sorte de ver particulier. Donc, comment notre système immunitaire fait le choix entre faire une réponse TH1 ou TH2? Dans la nature, quand on n'a pas de virus, en fait, l'agent qui nous infecte apporte cette information-là avec lui, si c'est un virus ou pas. Mais quand on donne seulement une protéine, il faut dire à notre système immunitaire quelle sorte de réponse on veut qu'il développe. Et les adjuvants aident à bien polariser notre système immunitaire pour avoir une réponse optimale pour l'agent contre lequel on essaie de se défendre. Donc, ça fait plusieurs choses, les adjuvants. Ça aide à notre système immunitaire à choisir la meilleure défense. Puis, ça peut favoriser la mémoire, mais ce n'est pas exclusif pour la mémoire. Et il y a des vaccins sans adjuvants qui vont donner de très bonnes mémoires malgré tout. Parce que sinon, tous les vaccins auraient des adjuvants à l'intérieur. Justement, si c'était garant d'une meilleure réponse vaccinale, tous les vaccins auraient des adjuvants. On en mettrait partout. Donc, quand les études sont faites pour avoir un vaccin le plus efficace possible, j'imagine qu'on essaie toujours de créer le meilleur vaccin, donc qui apporte la meilleure réponse avec le moins d'effets secondaires possible. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exactement ça. Puis souvent, les vaccins dans leur développement, ils vont tester sans adjuvant ou avec différents adjuvants. Puis après ça, ils vont regarder dans le développement clinique qu'est-ce qui donne la meilleure réponse immunitaire, puisque les adjuvants aident à la réponse immunitaire. Si on s'aperçoit que pour un vaccin XYZ, il n'y a pas d'avantage, mais on ne va pas rajouter cet agent-là de plus dans le vaccin qui pourrait donner des effets secondaires. Des effets secondaires, mais est-ce que ça peut apporter certains risques? Par exemple, le sel d'aluminium, c'est un adjuvant, probablement le plus souvent utilisé. Est-ce que son utilisation présente des risques pour la santé? Donc, en fait, c'est utilisé, je pense que c'est assez sécuritaire. Il ne faut pas faire
peur aux personnes avec ça. Aux doses utilisées, on a très peu d'effets secondaires avec nos différents adjuvants, mais il faut toujours rester prudent. On dit souvent que la vaccination, c'est un entraînement intelligent du système immunitaire. Pouvez-vous nous expliquer comment cette stimulation individuelle-là va contribuer à l'immunité collective? Oui, donc en fait, la première des choses, c'est que si on ne développe pas l'infection, ben, en fait, on ne va pas la transmettre. OK? Donc, quand on entraîne le système immunitaire de plusieurs personnes, ben, en fait, ça crée un mur contre la transmission du virus ou de la bactérie. Par exemple, dans des foyers où il y a une personne qui est immunosupprimée, OK, il faut vacciner cette personne-là pour essayer de, l'aider le plus possible à se défendre. Mais souvent, on va vacciner les personnes au premier degré pour protéger. Comme ça, si le virus essaie de rentrer dans ce foyer-là, puis bon, le père, la mère ne développent pas la maladie, mais ils ne peuvent pas le transmettre à l'enfant qui est peut-être immunosupprimé ou a un moins bon système immunitaire. Donc, c'est un peu comme ça que ça entrave la progression des infections dans la population. Mais un vaccin n'empêchera pas d'attraper la maladie. Donc, la maladie, le virus, la bactérie va se rendre jusqu'à la personne. En fait, il y a deux, je vous dirais, options. Un coup qu'on est vacciné, des fois, on peut complètement neutraliser et ne pas développer l'infection. Ça, je dirais que c'est le but ultime. On ne peut pas avoir ça avec tout. Et des fois, on va tout simplement développer une forme qui est beaucoup moins virulente, où on va dire, libérer dans notre environnement beaucoup moins de particules infectieuses, puis on baisse ainsi le risque de transmission. Je comprends, puis je pense qu'ici, on a vraiment un travail à faire comme professionnel de la santé. C'est sûr que je vais revenir encore à la COVID. Les gens disaient, il ne sert à rien, ce vaccin-là. Je me suis fait vacciner, je l'ai attrapé pareil. Mais il est encore là pour nous en parler, par exemple. Hein? Mais c'est ça. Donc, en fait, ce qu'il y a à dire à ces personnes-là, c'est qu'ils l'ont attrapé, mais ils n'ont peut-être pas été à l'hôpital. Exactement. Ils n'ont peut-être pas fait de grosses pneumonies. Justement, vous dites, elles sont encore là pour nous en parler. Juste une petite tranche de vie, mais au début de la pandémie, qu'on n'avait pas encore les vaccins, mais j'ai été travailler dans les CHSLD ici à Montréal. Et quand j'ai commencé à travailler là, on avait à peu près 300 usagers. Quand j'ai quitté, on en avait plus de la moitié de décédés. Donc, dans les populations à risque, c'était effroyable comme virus, du moins dans sa première mouture et avant les vaccins. Donc, je pense que les personnes, des fois, qui n'étaient pas là pour voir, c'est un peu loin comme réalité. Quand on était jeune, en santé, on était adolescents, tous nos amis étaient en bonne santé, probablement que personne n'en est mort. Mais les grands-parents, les personnes qui étaient immunosupprimées, eux l'ont eu beaucoup plus dur. Donc, des fois, il faut quand même rappeler comment les choses se sont passées. Puis maintenant, en fait, je ne veux pas banaliser la chose, mais ça reste un virus contre lequel on a des vaccinations qui permettent vraiment de réduire la mortalité. Donc, on n'a plus ces épidémies-là aussi tapageuses. Ouais. Grâce à la vaccination. Grâce à la vaccination. Et là, vous parlez d'avoir perdu un patient sur 2 pendant cette période-là. Est-ce que ça vous a surpris de vivre ça comme médecin? Êtes-vous étonné de... J'étais un peu étonné. En fait, je ne m'attendais pas du tout à vivre ça. Au début de la pandémie, on était un peu comme tout le monde. On ne savait pas dans quoi on s'embarquait. En fait, qu'on l'a vécu au fur et à mesure que les choses arrivaient. Mais définitivement... Et je pense que personne n'avait réalisé la gravité que ça allait avoir chez nos personnes vulnérables avant d'arriver dans le milieu, avant de voir les personnes souffrir et avant d'avoir les premiers décès. J'avais pas réalisé à quel point ça allait être tapageur. Après quelques jours, j'avais réalisé, et là, je prenais les choses... J'ai toujours été sérieux, mais disons qu'on avait un niveau de gravité plus grand que je voyais... chez toutes les personnes qui étaient avec moi, les mesures de protection. Au début, on les applique, mais on se dit, bon, on fait des mesures de protection. Là, quand on voit les personnes qui commencent à décéder, on se dit, hey, c'est-tu moi la prochaine personne? Absolument. On ne savait pas. Donc, on était heureux quand on a vu les vaccins arriver. On a dit, au moins, il va y avoir un espoir pour une partie de la population que si jamais ils sont contaminés, ben, ils vont peut-être pas en décéder.
sans les vaccins, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui en termes de pandémie pour la COVID? En fait, je pense qu'on n'a pas la réponse. Je peux pas me prononcer, mais tous les coronavirus sont pas très bons à faire une mémoire immunologique quand on les infecte. Donc, souvent, on peut se réinfecter par la suite. Donc, bon, j'ai pas la boule de cristal, mais fort est à prédire qu'il y aurait plus d'infections. À savoir s'il serait aussi mortel que la première, je peux pas dire, mais il y aurait définitivement, je crois personnellement, plus d'infections puis plus de complications qu'on verrait dans notre population. Juste une des autres choses, on parle de cette infection-là, la mortalité, mais il y a aussi tous les syndromes post-COVID. Il y a des personnes qui ont eu de la difficulté à retourner à leur travail, qui ont gardé des séquelles après avoir eu l'infection. Maintenant, avec la vaccination, on n'a presque plus ces choses-là. Donc, il y a quand même des complications des infections qu'on est capable de prévenir. Puis ça, je pense que ça change beaucoup notre santé publique. Maintenant, on va parler de comment protéger les personnes immunocompromises. La vaccination des personnes immunosupprimées représente un défi particulier quand même, nécessite une approche personnalisée, prudente et je dirais même structurée. Qu'est-ce qu'on entend exactement par immunodépression? Quelles sont les principales causes? Donc, il y a beaucoup de causes d'immunodépression chez les patients. Je pense qu'ici, on essaie de faire 3 grandes catégories pour ne pas se perdre dans les détails. Donc, on a les personnes qui ont des immunodéficiences primaires. Ils sont nés avec ce problème-là. Souvent, c'est des enfants très malades, sont rapidement identifiés par les médecins. Puis, ça va être un peu moins le sujet aujourd'hui, mais cette population-là existe. Parce que c'est pas nécessairement, nous, des patients qu'on voit en pharmacie, par exemple, pour les vacciner. Souvent, ils vont être à l'hôpital, ils vont être pris en charge. Après ça, on a les patients qu'on va immunosupprimer. Donc, on a beaucoup de patients avec des maladies du système immunitaire qui créent de l'inflammation ou des dommages dans les tissus. Par exemple, la polyarthrite rhumatoïde ou la maladie de Crohn, où il va falloir donner des immunosuppresseurs. Et là, on va baisser le système immunitaire, on va baisser sa capacité à bien répondre contre les infections, mais ça va donner en contrepartie un soulagement des symptômes aux patients. Puis après ça, donc ça, c'est la deuxième catégorie. Je pense que notre troisième catégorie que je vous dirais, c'est les patients avec des néoplasies, avec des cancers. Donc, le cancer par lui-même peut immunosupprimer. Puis souvent, les traitements pour le cancer vont beaucoup baisser le système immunitaire et ça en fait des personnes qui sont très à risque de s'infecter. Alors, je me permets de vous arrêter ici. Ce que je comprends, c'est qu'une personne qui a un cancer actif, solide, hématologique. Donc, les cancers hématologiques sont probablement les pires. OK. Mais puis, en fait, il y a tellement de sortes de cancers que c'est dur de faire une règle uniforme qui s'applique pour toutes les sortes de cancers. Mais les cancers hématologiques, beaucoup d'immunosuppression. Les cancers solides aussi viennent avec un certain degré d'immunosuppression. En fait, pour avoir un cancer à l'intérieur de nous, il faut que ces cellules-là soient capables de s'échapper de notre système immunitaire. Oui. Donc, ces cellules-là vont déjà par elles-mêmes, de façon locale ou plus globale, essayer d'immunosupprimer leur environnement pour que le système immunitaire ne soit pas capable de les reconnaître. Alors, une personne qui a un cancer, on pourrait l'identifier comme une personne immunosupprimée à la base. Donc, plus à risque d'infection. OK. Il y a plusieurs. Si comprends. vous regardez dans le PIC, c'est pas des choses qui sont nécessairement reconnues comme des critères. OK, juste le fait d'avoir le cancer sans les traitements. Mais immunologiquement, ces personnes-là ont souvent des souffrances au niveau de leur système immunitaire d'entrée de jeu. Puis comment qu'on la définit, l'immunodépression? Je veux dire, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que c'est juste de dire le système immunitaire ne sera pas compétent à protéger la personne contre une infection? Je pense que c'est une belle façon de le dire, qui est globale. Je pense qu'il y a peut-être 2 nuances. C'est soit on ne sera pas capable de répondre actuellement parce qu'on va dire nos effecteurs, nos petits soldats sont pas armés, ne sont pas assez armés. Puis la deuxième partie, c'est des fois, on perd notre mémoire. Donc là, sans mémoire, puis on repart un peu à zéro. Je comprends.
Et quelles sont les principales thérapies immunodépressives? Par exemple, si on parle de la corticothérapie, quand même assez spécifique, c'est pas tous les dosages, par exemple. La durée aussi peut être prise en compte. Oui. Hein? Donc, en fait, je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout est sur un gradient. OK? En rhumatologie, on aime bien dire qu'il n'y a pas de doses qui sont 100% sécuritaires, ou en fait, qui viennent avec aucun risque pour notre système immunitaire. Ceci étant dit, si on a plus que 7,5 mg sur 3 mois, là, on commence à parler qu'on va avoir une immunosuppression qui va être plus importante. Souvent, il faut même donner des prophylaxies antibiotiques pour les patients qui vont avoir cette quantité de cortisone avec des agents immunosuppresseurs. Donc, il y a un gradient. Je vous dirais que plus c'est haut, plus ça va avoir d'effets délétères sur le système immunitaire. Puis, il ne faut pas oublier que les glucocorticoïdes, la cortisone, la prénisone, en fait, une des choses que ça fait, c'est que ça tue directement nos lymphocytes. Donc, à grosse dose, ça les tue directement. Nos petits soldats vont être tués par le médicament. Donc, à ce moment-là, on devient immunosupprimé. Puis, dans les plus petites doses, en fait, ce qu'on perturbe le fonctionnement du système immunitaire, on va peut-être en quantité avoir la même quantité de lymphocytes de soldats, mais ils ne seront plus capables de faire leur fonction comme ils le feraient sans présence de cortisone. Puis vous m'aviez posé la question pour d'autres agents qu'on peut rencontrer. Je vous dirais, si on fait ça encore une fois, on essaie de faire ça simple. Donc, il y a tous les agents qu'on appelle les agents biologiques, souvent vont être associés. Donc, on a des choses comme les anti-TNF, les anti-CD20 comme le rituximab. Ça, c'est des médicaments. On en a une longue liste, mais ça, c'en est 2 qu'on utilise très souvent. Puis, on a des agents qu'on appelle des agents modificateurs des rhumatismes. Puis, en fait, ces médicaments-là, comme le méthotrexate, vont aussi être des agents qui vont baisser notre système immunitaire. Tu sais, quand on parle d'immunomodulateur, on dirait qu'il y a toujours comme une espèce de zone grise. Est-ce que la personne qui prend ce traitement-là est nécessairement immunosupprimée ou pas? Comment on peut avoir une réponse claire, nous, quand on vaccine sur le terrain? C'est difficile d'avoir une réponse claire. C'est vrai? C'est difficile d'avoir une réponse claire parce qu'en fait, tout est sur un gradient. Puis je vous dirais que les médecins qui travaillent avec le système immunitaire vont avoir tendance aussi à combiner ces agents. Ouais. Okay? Donc, plus on prend d'agents combinés, même des agents qui ont des effets, je vous dirais, relativement modestes sur la réponse immunitaire, si on en prend 3, mais là, c'est amplifié. Si on en prend un seul, bon, c'est peut-être un peu moins pire. Puis si on rajoute de la cortisone par-dessus ça, bien là, on augmente. Donc, souvent, si on fait pour plusieurs maladies du système immunitaire, on va avoir des traitements d'induction. On va mettre de la cortisone au début. Puis après ça, on va mettre nos agents immunomodulateurs ou immunosuppresseurs. Souvent, l'effet global est quand même d'une immunosuppression. Fait que c'est quand même assez complexe pour nous, en fait, pour qui le tableau n'est pas toujours clair. Est-ce qu'il y a quand même des facteurs qu'on pourrait considérer là, pour arriver à dire qu'un patient est immunosupprimé ou pas, ou dans quelle situation peut-être une consultation avec un spécialiste pourrait être recommandée? Oui, donc je pense qu'il y a directement certains facteurs. Un âge avancé, OK, c'est un facteur plus grand. C'est quoi un âge avancé? Bon, il faut faire attention quand on regarde les personnes qui sont devant nous, mais je vous dirais définitivement à partir de 65 ans, il faut commencer à avoir le réflexe de se poser la question. Souvent, les systèmes immunitaires, avec le vieillissement, sont un peu moins performants. Les personnes qui ont des problèmes de dénutrition vont aussi avoir des systèmes immunitaires qui sont moins performants. Puis, les personnes avec des maladies du système immunitaire vont définitivement avoir des systèmes immunitaires moins performants. Après ça, tous les patients avec des greffes, faut penser que souvent, par leurs conditions ou par les médicaments qu'ils vont avoir, vont être très immunosupprimés. Puis les spécialistes, en fait, souvent vers lesquels ces patients-là sont dirigés, c'est quoi? C'est un immunologue, un infectiologue, un hématologue, un rhumatologue? Ça dépend de la condition de base. En fait, pour les gros troubles du système immunitaire, puis en fait, peut-être une chose qu'on n'a pas assez dit, mais
En fait, peu importe les facteurs de risque de la personne, si la personne commence à faire des infections, parce qu'on est tous différents, il y a des personnes pour qui un médicament n'amènera pas d'infection, mais pour une personne, ça va en causer. Les personnes qui commencent à avoir des infections à répétition, souvent, ça mérite une investigation de leur système immunitaire. Souvent, les immunologues vont pouvoir dépister. Sinon, en fonction de leur maladie de base, une arthrite rhumatoïde, un rhumatologue, une maladie de Crohn, un gastro-entérologue, un psoriasis cutané extensif qui prend des biologiques, son dermatologue va pouvoir regarder puis évaluer en fonction justement des combinaisons de médicaments, depuis quelle dose, ça fait combien de temps, va pouvoir essayer de guider, puis des fois pourra faire des recommandations par rapport à la vaccination, par exemple. Mais j'ai l'impression que c'est comme une surspécialité. Est-ce que tous les gastro-entérologues ou tous les dermatologues sont en mesure d'orienter les patients vers justement le meilleur traitement pour leur... Bien, en fait, ça fait partie de la formation. D'accord. Ils doivent apprendre toutes ces spécialités-là qui manient, je peux dire, l'immunosuppression comme un outil, doivent apprendre à gérer aussi les complications de leur immunosuppression. Je pense que des fois, qu'est-ce qui est raté un peu, puis en fait, on est autant coupable en rhumatologie que dans les autres disciplines, c'est quand on a des maladies très actives initialement, qui vont mener à l'hospitalisation d'un patient, par exemple, on n'a pas nécessairement le temps de vacciner la personne avant de débuter les traitements. Puis là, c'est un peu, des fois, ça tombe un peu dans l'oubli devant l'urgence initiale, mais ça fait partie des guides de pratique pour toutes les spécialités de recommander la vaccination chez les patients qui vont être immunosupprimés. Puis est-ce que les pratiques au regard de la vaccination peuvent varier d'un centre à l'autre? Donc, il peut y avoir certaines pratiques qui varient un peu. Une des choses qu'il ne faut pas oublier, puis là, on prend notre loupe et on s'éloigne un peu. Ça dépend, on est où dans le monde. Il y a des infections qui sont beaucoup plus fréquentes ici qu'on n'a pas nécessairement au Brésil et vice-versa. Donc, oui, il y a des choses qui vont varier à travers le monde, mais si on regarde loco-régional, on est supposé être quand même relativement uniforme dans notre pratique, mais oui, il y a des centres qui sont peut-être un peu moins à l'affût pour leur vaccination. Et si on s'intéresse maintenant à l'impact de l'immunosuppression sur la vaccination, bon, on va mettre ça au clair. Réponse immunitaire, humorale ou cellulaire, sont-elles toutes les deux diminuées, nécessairement? Donc, nécessairement non, mais souvent oui. En fait, dans tous nos agents, il y a quelques agents qui vont vraiment toucher plus un que l'autre. Je vais donner l'exemple le plus classique, le rituximab, qui est un anti-CD20, va tuer les lymphocytes B. Donc, son impact sur les lymphocytes B est beaucoup plus grand que sur les lymphocytes T. Okay? Donc, ça, juste par le mécanisme d'action. Mais la majorité de nos agents vont jouer sur la coordination entre nos lymphocytes B et T. Et là, on va avoir les deux qui vont être moins efficaces. Et si on parle maintenant des vaccins additionnels recommandés, quels sont-ils? Donc, en fait, je pense que la meilleure façon d'aborder ça, en fait, c'est d'aller voir le PIC. OK? Et oui, on a toutes les recommandations pour nos patients parce que certaines molécules dans l'immunosuppression vont augmenter des risques particuliers puis vont faire en sorte qu'on va vouloir être, disons, plus vigilant pour certaines infections. Je peux nommer quelques exemples. Par exemple, les inhibiteurs de JAK vont augmenter le risque de zona de façon plus importante que d'autres médicaments. Ou par exemple, l'éculizumab va augmenter davantage les risques de méningite bactérienne. Donc, pour les patients qui vont recevoir cet agent-là, on va vouloir avoir une protection avec les vaccins contre la méningite et pas oublier le MenB, parce que 30% de nos infections, on va dire au Québec, qui sont par cette souche-là. Donc, il y a des recommandations, je dirais, globales. Je pense que vous pouvez aller vers le PIC, vous allez avoir tout le détail. Mais quand vous allez
interagir avec, on va dire, des spécialistes de l'immunosuppression, des fois, vous pouvez être confronté à des recommandations qui excèdent un peu le pic par rapport à des spécificités des médicaments immunosuppresseurs qui vont être donnés. J'apprends vraiment quelque chose là présentement parce que, par exemple, pour les vaccins qui sont recommandés et gratuits au PIC pour l'immunosuppression, les vaccins contre la méningite n'en font pas partie. Ils vont faire partie des patients aspléniques, anatomiques ou fonctionnels. Donc, est-ce que je peux comprendre que dans certains centres où ces patients-là sont suivis, ces patients-là pourraient recevoir, par exemple, gratuitement les vaccins contre la méningite? Mais on va définitivement recommander ces vaccins-là, puis on va les prescrire. Puis il y a quand même un rationnel. Toutes les molécules qui vont toucher le complément vont augmenter de façon disproportionnée les risques de méningite. Donc, pour donner ces médicaments, souvent on va vouloir vacciner contre ça. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais justement, c'est pour ça on peut pas à table passer à travers tous les médicaments un par un et les risques augmenter, mais il y a certaines spécificités. Puis c'est pour ça que si jamais vous recevez des prescriptions qui vous semblent un peu détonnées de ce que vous avez l'habitude, des fois, ça vaut la peine. Puis j'apprécie quand les personnes m'appellent et me demandent « Est-ce que vous avez vraiment voulu ça? Est-ce que c'est une erreur? » Des fois, on leur explique il y a une circonstance spécifique pour ce patient-là, puis on essaie d'avoir des vaccins additionnels. J'aime ça qu'on a cette discussion-là, puisque c'est des questions qui reviennent souvent dans mon réseau. Une prescription d'un spécialiste, par exemple, pour un vaccin qui n'est pas nécessairement indiqué selon les recommandations du PIC. Alors, ça devient une prescription non conforme au PIC. Il y a vraiment toute la section responsabilité professionnelle et légale qu'on peut consulter. Et ce que ça nous demande, c'est d'avoir justement un appel avec le prescripteur pour avoir une discussion, puis bien comprendre. Et finalement, les deux personnes, donc la personne qui prescrit, la personne qui administre le vaccin, engagent toutes deux leur responsabilité professionnelle. Mais moi, je me verrais bien mal vous obstiner là, suite à une prescription d'un vaccin. mais en fait, des fois, c'est que, on peut faire plusieurs scénarios, mais des fois, les patients comprennent plus pourquoi. Absolument. Se souviennent pas nécessairement de tous les médicaments qu'ils ont reçus. Des fois, ces vaccins-là sont pas nécessairement dans leur discipline. Souvent, c'est des perfusions. Donc, des fois, c'est un peu oublié. Donc, je pense qu'avoir la conversation avant de rejeter une ordonnance en disant non, c'est pas approprié pour vous, je pense que c'est important. Puis l'autre chose aussi, je pense que ça met aussi un peu en relief. C'est si un patient va vers vous, vous dites non, mais non, c'est pas indiqué. Puis là, on va vers le médecin. Mais il y a un bris de confiance des fois avec les patients. Donc, juste le fait de se parler puis de bien expliquer pourquoi on fait cette demande-là, pourquoi on croit que c'est approprié pour notre patient, bien, des fois, ça met en lumière puis ça va sécuriser et la personne qui l'administre et le patient. En plus de nous, on peut expliquer des fois notre raisonnement, pourquoi on croit que dans cette situation-là, c'est quelque chose qu'on croit qui est important. Mais oui, puis tu sais, la cohésion dans le message est tout à fait essentielle et le fait de travailler en interdisciplinarité aussi, ben ça renforce notre confiance aussi comme vaccinateur. Tu sais, on sait qu'on fait la bonne chose quand on a appelé un spécialiste pour avoir des explications sur la prescription d'un vaccin, par exemple. On est des humains. Je pense qu'il faut apprendre à se parler pour le bénéfice de nos patients. Donc, on a parlé des vaccins additionnels. Mais il y a aussi les calendriers vaccinaux qui peuvent être modifiés. Par exemple, la posologie des vaccins contre l'hépatite B, les doublés. Les doses du vaccin contre le VPH, on part de 2 doses à 3 doses pour la personne immunosupprimée. Oui, puis peut-être un autre cas que des fois on ne mentionne pas. Les enfants de mères immunosupprimées, pendant la grossesse, on doit modifier leur calendrier vaccinal à la naissance parce que beaucoup des vaccins de la petite enfance, c'est des vaccins vivants atténués et on veut créer une distance. Donc, il y a des recommandations par rapport à ça. Je ne suis pas pédiatre, mais sachez qu'il y a des recommandations. Souvent, on essaie de minimiser, évidemment, l'immunosuppression durant la grossesse, des choix qui ne vont pas nécessairement être transférés chez le bébé. Parce que beaucoup de nos immunosuppresseurs, c'est des anticorps. Puis il y a un lot de ces anticorps-là qui peuvent être transmis. Les bons anticorps et les mauvais anticorps peuvent être transmis au bébé. Et des fois, ces anticorps-là, qui sont nos médicaments, finalement, passent vers le bébé et peuvent immunosupprimer le bébé. Donc,
Ça aussi, c'est un autre aspect des calendriers vaccinaux. Souvent, les pédiatres vont être impliqués, ils vont faire des recommandations, mais c'est un autre groupe chez qui on va avoir des déplacements dans les horaires de vaccination par rapport aux standards. Là, parce qu'on parle encore d'impact de l'immunosuppression sur la vaccination, on a parlé tantôt des vaccins vivants atténués qui sont contre-indiqués. Qu'est-ce qui pourrait arriver concrètement? Là? Par erreur, un patient immunosupprimé reçoit le vaccin contre la fièvre jaune, pour le nommer celui-là. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Donc, en fait, justement, quand c'est ces vaccins vivants atténués, les personnes pourraient développer une partie de la maladie parce que leur système immunitaire n'est pas capable de s'en débarrasser. Je vous dirais que par le passé, j'ai pas d'expérience de patients qui ont reçu le vaccin de la fièvre jaune pendant qu'ils étaient immunosupprimés. On va peut-être aller vers un vaccin qu'on donnait beaucoup plus souvent. On avait un vaccin pour le Zona, qui était un vaccin vivant atténué et qui circulait plus. Le Zostavax. Exactement. Et en fait, on a quand même quelques patients qui, après leur vaccination, des patients immunosupprimés, ont développé des vésicules à la peau qui était, bon, pas le zona complet, mais qui était probablement une partie de ce que ça aurait pu être, justement parce que leur système immunitaire était tellement déficient qu'ils n'étaient pas capables de gérer ce type de demande. Mais est-ce que ça aurait pu être un zona très grave? Ça aurait pu. Oui. Ça aurait pu. Comment on appelle ça? C'est la crainte d'avoir un zona disséminé après la vaccination chez quelqu'un qui est très immunosupprimé. Donc, habituellement, on essaie de ne pas avoir dans les 4 à 6 mois avant et après nos agents biologiques. On ne veut pas avoir de vaccin vivant atténué. Souvent, on a des discussions parce qu'on peut... parce que des fois, en fait, le scénario, je dois vous avouer que j'ai confronté le plus souvent, c'est des personnes qui veulent voyager, puis on leur propose le vaccin contre la fièvre jaune, puis en fait, là, il faut avoir des bonnes explications avec le patient parce qu'il y a un risque significatif s'il décide de le prendre dans une période non appropriée durant l'immunosuppression. Et le risque à ce moment-là sera encore de développer la maladie. De développer la maladie. OK, quand même. Il faut... Puis, il y a quand même des intervalles aussi à respecter entre les vaccins vivants atténués lorsqu'on les administre. Pour une personne, par exemple, qui serait en bonne santé, je pense qu'on peut les co-administrer le jour même ou à partir de 28 jours. Donc, en fait, le système immunitaire est capable, en général, de gérer une tonne d'antigènes en même temps. Donc, en fait, on peut co-administrer les vaccins puis avoir de bonnes réponses contre les vaccins qu'on administre. Je vous dirais qu'habituellement, qu'est-ce qui limite le seuil supérieur? Bon, il faut des citres pour vacciner. C'est les piqûres. C'est ça, et les piqûres, mais aussi, on a parlé un petit peu plus tôt, des fois qu'on se fait vacciner, bon, on va avoir notre syndrome grippal, après on va avoir un petit peu de fièvre, de douleur. C'est pas un vaccin. Si je vous en donne 5, tout ça est un peu décuplé, donc des fois les personnes vont se sentir un peu plus moches. Donc des fois, on va essayer de pas trop faire souffrir nos patients et on va les échelonner. Mais pour la réponse immunitaire comme telle, c'est habituellement sécuritaire d'avoir plusieurs vaccins. Et on va se dire, là, la vaccination est vraiment essentielle pour les personnes immunosupprimées. On s'entend là-dessus, mais doit être quand même adaptée. Il y a des principes généraux de vaccination pour la personne immunosupprimée. On va les regarder ensemble. Donc, d'abord, on devrait chercher à maximiser les bénéfices et minimiser les risques. Donc, le rapport bénéfice-risque pour chaque vaccin. C'est quoi les risques liés à l'immunisation, là? Mis à part les vaccins vivants atténués, ouais. là, on a parlé. Donc, pour nos autres vaccins, en fait, les risques sont très faibles en général. Je pense qu'il faut commencer par dire ça. Donc, très peu de risques pour la majorité des vaccins. Si on fait une statistique un peu globale où on englobe plein de vaccins chez plein de background de population, en fait, à chaque fois qu'on active notre système immunitaire, on a toujours un petit rive de dérapage de notre système immunitaire. C'est un système perfectionné, mais qui n'est pas 100% foolproof, si vous me permettez l'expression. On a des personnes qui vont développer de l'auto-immunité, donc des fois, il peut y avoir un échappement. Une des choses qu'on voit, c'est environ 1 cas par million ou 2 millions qui peuvent développer des syndromes qui peuvent s'apparenter au Guillain-Barré. Je vous dirais que c'est la chose que, quand j'ai fait mes cours de médecine, qui était
donc qu'on a en tête. C'est une complication qui peut quand même être significative, mais vous comprenez qu'on vaccine des millions de personnes sans donner ce type de choses-là. Absolument. Donc, l'avantage pour les patients souvent dépasse de beaucoup les inconvénients. Sinon, les autres petits inconvénients qu'on peut avoir, la réaction locale, un peu de douleur, un peu de fièvre, ce genre de choses-là, souvent qu'on va être capable de traiter avec du Tylenol, simplement un peu de repos. Les effets secondaires, est-ce qu'ils sont moindres chez la personne immunosupprimée? Donc, en fait, pas nécessairement. Une des choses à comprendre, c'est que nos patients qui sont immunosupprimés, souvent c'est pour des maladies du système immunitaire, puis leur maladie du système immunitaire leur fait un système immunitaire qui est dérégulé. OK? Il fonctionne moins bien, OK? Mais surtout parce qu'il est un peu en chaos. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de faire des grosses réponses immunitaires. Par exemple, si je donne un patient avec une arthrite rhumatoïde, okay, il y a deux, peut-être, concepts qui s'affrontent chez ces personnes-là. Donc, l'activité de la maladie, le plus qu'on a d'inflammation dans nos articulations, le plus immunosupprimé on est. Mais vous comprenez, plus on a d'inflammation, donc notre système immunitaire est vraiment très actif, est prêt à attaquer et détruire nos articulations-là. Donc, en fait, c'est tout simplement la désorganisation du système immunitaire et ils peuvent faire des bonnes réponses, ils peuvent faire des effets secondaires quand on les vaccine aussi. C'est pas nécessairement une adéquation de dire qu'ils sont immunosupprimés, ils vont pas avoir de réaction. On peut pas être si... Ça serait un raccourci trop facile. Ça serait un raccourci trop facile. Plaisant à l'esprit, mais définitivement peut-être un peu trop simplifié. Et là, on est dans les principes généraux de la vaccination. Vacciner au moment optimal. Bon, idéalement, on vaccine avant l'immunosuppression lorsque c'est possible. Le meilleur moment serait au moins 2 semaines avant, si je ne me trompe pas. Pour la majorité des vaccins, la réponse immunitaire prend un bon 2 semaines à se construire. Donc, on essaie d'avoir cette fenêtre de 2 semaines avant de commencer notre immunosuppression. Et si on pense à après le traitement, on pourrait s'attendre à une meilleure réponse à partir de combien de temps? Donc, en fait, là, la réponse se corse un peu parce que ça dépend de nos agents. Je vous donne un exemple, le rituximab. Quand on prend ce médicament-là, notre immunosuppression va facilement durer pour 5 mois. Okay? Donc, souvent, on va essayer de vacciner nos patients dans le mois avant leur prochaine dose si on n'a pas pu les vacciner. C'est un médicament qui se donne aux 6 mois. Okay? Donc, on va essayer dans le mois d'avant pour essayer d'avoir notre 2 semaines avant notre prochaine dose, mais être le plus loin possible de notre première dose. Après ça, souvent, ça va être en termes de semaines qu'on va essayer d'attendre avant de vacciner nos patients après une immunosuppression. Mais tu sais, mettons, là, j'ai un patient immunosupprimé devant moi. Oui. Qu'est-ce qui pourrait influencer ma décision puis me dire, je vais attendre après son immunosuppression pour le vacciner? Donc, première des choses... Il est vulnérable, là. Il est vulnérable aujourd'hui, OK? Et souvent, ces patients-là ne sont pas immunosupprimés pour 2 mois. Souvent, c'est des traitements à très long terme. C'est ça. Donc, la première des choses, je pense que le message que je pourrais passer, c'est on essaie d'être dans un cadre le plus optimal possible, mais des fois, ce cadre théorique optimal-là, on ne peut pas l'atteindre. OK? Et des fois, il faut vacciner pareil nos patients. OK? Pour essayer de leur donner le plus de protection, même si on n'a pas pu être 2 semaines avant qu'ils débutent leur traitement. Hein, on a un patient, je donne l'exemple, mais une polyarthrite rhumatoïde. On a des patients qui ont quelques articulations, qui sont assez fonctionnelles, peuvent attendre 2 semaines. Oui, mais il y a des patients qui sont tellement souffrants, ils ne voudront pas attendre de 2 semaines. Je pense qu'on va essayer pareil, sachant que peut-être qu'on va tronquer un peu notre réponse, mais au moins, on va essayer de leur donner le plus de protection possible. Exact. On parlait tantôt de risques-bénéfices. En fait, les risques de la maladie deviennent assez importants pour ces personnes-là à ce moment-là. Donc, la vaccination ne deviendra pas nécessairement un coup d'épée dans l'eau. Pas nécessairement. En fait, je pense que si on reprenait une population puis on vaccine des personnes en bonne santé, on saute l'immunosuppression, tout le monde a quand même des réponses un peu variables. C'est sûr un spectre. C'est sûr que quand on rajoute l'immunosuppression, bien, on va tirer vers le bas notre réponse,
mais on ne va pas nécessairement tomber à 0% d'efficacité. On va perdre sûrement quelques plumes, quelques pourcents d'efficacité, mais ça reste une protection. C'est mieux avoir une protection partielle qu'avoir aucune protection pour nos patients. Et ces patients-là qu'on a vaccinés pendant leur période d'immunosuppression, s'ils ne sont plus immunosupprimés dans le futur, est-ce qu'on devrait leur redonner les vaccins inactivés ou qu'ils ont reçus pendant cette période-là? Donc, encore une fois, un peu à réponse variable, mais une des choses qui est peut-être pas pour tous les patients, pour tous les praticiens, mais plusieurs de ces vaccins-là, on peut tester leur efficacité. On peut regarder si on a développé des anticorps contre le vaccin. Et des fois, pour nous, chez les patients qui ont été lourdement immunosupprimés puis qui ont été vaccinés dans des périodes non optimales, on peut voir est-ce qu'ils ont été capables de produire une réponse avec des anticorps contre un vaccin. Si la réponse est non, probablement que ce serait approprié de les vacciner. Si leur réponse est adéquate, à ce moment-là, on aurait probablement peu de bénéfices additionnels à les revacciner. Est-ce que ces examens-là sont faits généralement chez les personnes? Je dirais que ça dépend du type de patient. Puis, il y a quand même, du moins dans ma pratique, je parlais pour les choses que je connais le mieux, mais souvent nos patients sont immunosupprimés à long terme. Donc, c'est rare qu'on on parle de lupus, de spondylite, c'est rare qu'on va arrêter complètement l'immunosuppression. Certains patients tombent en rémission, puis on l'essaye. Et puis à ce moment-là, on peut le faire. Mais la vaste majorité vont continuer avec un fond d'immunosuppression à long terme. Et là, on ne tombe pas dans ce scénario-là si fréquemment. Et le dernier principe, qui selon moi est sous-exploité, protéger l'entourage. Quelle importance vous accordez à la vaccination du cercle de protection de vos patients vulnérables? Mais en fait, je pense que c'est hyper important. C'est une des choses qui est souvent oubliée. Okay? Donc, on a souvent dans notre cabinet, dans notre pharmacie, la personne affectée devant nous, mais il faut voir dans quel environnement cette personne-là navigue. En fait, on sait, les enfants qui vont à la garderie rapportent beaucoup de choses à la maison. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il faut penser à ça et il faut penser à que souvent, il faut vacciner le cercle de protection, comme vous l'appelez, les personnes au premier degré qui habitent sous le même toit, pour essayer de protéger le plus possible notre patient, chez qui, des fois, les vaccins ne fonctionnent pas à 100%, comme on l'a dit, parce que, bon, étant donné leurs circonstances, des fois, il a fallu les vacciner dans des moments qui étaient sous-optimaux. Bien, ces personnes-là, si on est capable de vacciner leur entourage, on leur donne une couche de protection de plus. On leur donne une chance de plus de ne pas s'infecter puis d'avoir des vies le plus normales possible sans avoir des contraintes additionnelles. Absolument. Puis quand on a la chance de rencontrer ces familles-là, par exemple, ou les amis, l'entourage, sont toujours très, très, très ouverts. En tout cas, moi, j'ai toujours eu beaucoup de succès avec la vaccination des proches aidants, par exemple, qui comprennent les difficultés au quotidien que peuvent amener les maladies chroniques chez les personnes. Définitivement. Puis je pense que ces personnes-là vivent avec les personnes malades, voient leur parcours du combattant, voient à quel point c'est pas facile pour eux. Ils sont conscients. Ils sont conscients. Souvent, ils vont les avoir vus s'infecter. Ils vont les avoir vus être hospitalisés. Puis quand on leur dit qu'ils peuvent participer à aider leurs proches. Puis une de ces façons-là, c'est la vaccination. Souvent, c'est quelque chose qui va être accepté facilement par l'entourage. Et justement, l'éducation occupe vraiment une place centrale dans notre pratique, que ce soit pour le patient lui-même, son entourage. J'aimerais qu'on puisse outiller les professionnels de la santé à l'écoute afin qu'ils adoptent un discours plus rassurant, peut-être à l'endroit des vaccins. Des craintes persistent encore au niveau de l'innocuité, l'efficacité des vaccins, certaines fois concernant les effets secondaires. Comment on peut rassurer simplement, sans banaliser leurs inquiétudes, mais sans alourdir non plus la discussion? En fait, je pense que la clé, à mon avis, c'est vraiment l'empathie. Il faut voir que ces personnes-là ont souvent des anxiétés par rapport à des choses qui sont difficiles à concevoir pour eux.
sais, on est un scientifique, puis on étudie les vaccins, mais tout est clair pour nous. Mais si on n'a pas ce background-là, c'est un peu ésotérique. On dit, on donne une piqûre, on donne quelque chose, ça va mieux aller après. Donc, je pense qu'il faut faire preuve d'empathie. Il faut accueillir leurs craintes. Il ne faut pas les invalider. Par contre, il faut leur donner une éducation par rapport à qu'est-ce qui se passe. Tantôt, on a parlé ADN, ARN. C'est facile à confondre dans la population avec quelqu'un qui aurait peur qu'on modifie son code génétique. Mais des fois, bon, c'est sûr, ça prend quelques minutes, puis il faut passer du temps. Mais on peut leur expliquer. Et puis, en fait, je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur de penser qu'ils ne vont pas être capables de comprendre. Absolument. Les personnes veulent comprendre. Les personnes qui ont des craintes, ils ont des craintes pour leur santé. Et c'est un message peut-être qui nous semble paradoxal, mais en fait, ce qu'il faut sentir, c'est qu'ils sont préoccupés par leur santé, et ils ont à cœur leur santé. Et il faut, de notre côté, c'est de leur donner les meilleurs outils, puis l'éducation, puis les explications. C'est probablement la chose la plus forte qu'on a avec notre empathie à leur offrir. Et l'empathie vient avec une curiosité d'aller à la rencontre de l'autre, de comprendre la racine de l'hésitation. Et à ce moment-là, c'est là qu'on peut donner les meilleures réponses. Oui, puis définitivement. Puis souvent, il faut leur poser la question. Souvent, les personnes les plus réfractaires, au début, ont peur d'être ridicules, vont pas nécessairement vouloir s'ouvrir. Mais je pense qu'il faut leur dire, en tout cas, moi, personnellement, je leur dis, écoutez, je suis là pour vous écouter, je suis là pour essayer de vous aider. Puis ici, bon, tout est confidentiel. Dites-moi qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce que vous avez entendu. Puis, ils finissent par nous déballer qu'est-ce qu'ils ont entendu, qu'est-ce qu'ils ont vu. Des fois, des choses vraies, mal interprétées, des fois des choses, on ne sait pas d'où ça vient nécessairement, mais ça nous permet au moins de les faire cheminer, de leur donner des ressources, puis de leur expliquer. Et si on ne pose pas la question, puis on ne leur laisse pas parler, des fois on part, nous, avec nos propres a priori sur pourquoi ils ne voudraient pas, puis des fois on n'est complètement pas au bon endroit. Absolument. Et ça peut prendre plusieurs messages avant qu'une personne accepte, par exemple, de se faire vacciner. Donc, ça démontre toute l'importance qu'on a toute une responsabilité dans le message à transmettre aux patients pour mieux les protéger. Et j'ai le goût de vous demander si on pense spécifiquement à un patient immunosupprimé là, qui hésite à se faire vacciner. Est-ce que votre approche change? Qu'est-ce qui fait la différence dans votre façon d'accompagner les plus vulnérables? Donc, pour les patients les plus vulnérables, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire ressortir. Des fois, on est capable de leur parler de leur propre vécu. Ces patients-là ont des fois déjà eu des infections. Des fois, on peut leur mettre ça en perspective. Des fois, on est humain, on a tendance à oublier qu'on était hospitalisé il y a 3 mois pendant 2 semaines. Ben oui. Donc, des fois, on peut leur dire « Ah, mais tu sais, vous avez déjà eu des infections. » Des fois, juste leur propre parcours, leur faire réaliser que leur parcours était différent à cause de leur maladie. Puis peut-être qu'ils vont avoir besoin de soins qui sont différents d'une personne qui ne serait pas dans leur situation. Ça les aide à comprendre. Puis l'autre chose, des fois, les personnes, ils viennent à nous avec des maladies, mais ils ne comprennent pas nécessairement que c'est leur système immunitaire qui est malade. Vous seriez surprise de savoir, de voir à quel point les personnes ne sont pas nécessairement au courant. Les personnes ont mal, les personnes ont des diarrhées, puis ils ne savent pas que c'est leur système immunitaire. Ils ne feront pas le lien avec la maladie. Faire le lien. Après ça, on a une responsabilité, ou en tout cas, on a ce levier-là de leur dire, bon, cette maladie, c'est votre système immunitaire qui est malade, et pour vous aider, il va falloir qu'on traficote un peu avec votre système immunitaire, il va falloir le calmer un petit peu. Et là, vous allez devenir un peu immunosupprimé. Et là, un coup qu'ils comprennent que leur manifestation, que leur maladie, c'est des problèmes de leur système immunitaire, c'est plus facile de leur proposer des outils qui ciblent le système immunitaire pour les aider, dont la vaccination, versus quelqu'un qui a seulement mal dans sa tête, qui ne sait pas que c'est son système immunitaire. Pour leur dire de se faire vacciner, des fois, le lien ne va pas se faire. Ils ne vont pas comprendre nécessairement. Donc, des fois, démystifier les choses, ça fait beaucoup de chemin avec ces personnes-là. Puis ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est vous utilisez des mots très simples pour expliquer à vos patients. Le plus possible. Le système immunitaire, c'est très compliqué de base. Hein. On a fait des explications au début. Vous avez vu toutes les catégories de choses.
ça reste compliqué. Oui. Puis, on essaie de ne pas faire d'approximations qui sont fausses ou qui sont trop simples. Mais je pense que c'est quand même assez facile pour les personnes de comprendre qu'ils ont une maladie dans leur système immunitaire, que leur système immunitaire ne fonctionne pas comme le système immunitaire des autres. Qu'un coup qu'on va avoir mis nos médicaments, non plus, ça ne fonctionnera pas, puis qu'ils vont avoir besoin d'aide, ils vont avoir besoin d'outils pour essayer de leur donner une qualité de vie le plus normale possible avec leur situation de système immunitaire qui ne fonctionne pas. On n'a pas besoin de leur expliquer des lymphocytes B, des lymphocytes T, humoral, adaptatif. Personne ne veut savoir ça chez nos patients. Ils vivent avec leur maladie, leur douleur. Ils veulent être aidés. Mais je crois qu'on a comme une certaine responsabilité de leur faire comprendre que c'est un problème de leur système immunitaire. C'est des mots qui, habituellement, les personnes savent qu'il y a un système immunitaire. Ils savent qu'ils ont quelque chose à l'intérieur d'eux qui les protège contre les infections. On met les mots sur les choses, puis après ça, les personnes deviennent très réceptives, beaucoup plus réceptives à nos interventions. Merci beaucoup, Dr. Allard Chamard, pour cette mise à jour rigoureuse. En fait, je pense que mieux comprendre la science, c'est vraiment renforcer notre capacité à protéger nos patients avec plus de discernement, parce qu'ils comptent sur nous, évidemment. Puis je trouve que notre responsabilité, elle est immense en matière de santé préventive. Merci encore pour votre grande expertise. Ça m'a fait immensément plaisir d'être avec vous. Merci.